Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre absolument central du programme de géographie de seconde, développement et inégalité. Et vous allez voir, ce n'est pas juste un cours, ça nous parle directement de notre monde, celui dans lequel on vit. On va essayer de comprendre ensemble comment on mesure le développement, pourquoi certains pays décollent et d'autres restent à la traîne, et surtout, on va zoomer sur ces inégalités qu'on retrouve partout, du niveau mondial jusqu'au pas de notre porte. Pour commencer, regardez bien cette image. On est à Manille, la capitale des Philippines. Alors qu'est-ce qu'on voit ? D'un côté, des tours de verre et d'acier, des gratte-ciel flambant neufs, vraiment le symbole d'une économie qui explose. Et juste là, à leurs pieds, un immense bidonville, un enchevêtrement de tôle et de précarité. Eh bien, cette photo, cette juxtaposition brutale, c'est tout notre sujet. Un monde qui progresse, oui, mais à deux vitesses. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer. Cette image, elle nous amène donc tout droit à la question qui va nous guider, notre problématique. Comment se fait-il que les choix économiques, ceux des États, les grandes entreprises, puissent à la fois générer énormément de richesses, mais en même temps soit réduire les inégalités, soit au contraire les creuser de façon spectaculaire? Et vous allez voir que cette question, elle se pose absolument partout, à l'échelle du monde, d'un pays et même d'une ville. Bon, pour s'attaquer à une question aussi vaste, il nous faut une bonne boîte à outils. En géographie, comme dans beaucoup de sciences, on ne peut pas vraiment analyser ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc, avant toute chose, on va découvrir ensemble les indicateurs qui permettent aux géographes de, en quelque sorte, prendre la température du développement sur la planète. Et la première chose qu'on observe, c'est une tendance de fond, et pour le coup c'est une excellente nouvelle. L'extrême pauvreté a reculé massivement. Regardez bien ce graphique. En à peine 25 ans, la part de la population mondiale qui vit avec moins d'1,90 € par jour est passée de quasiment 36% à 10%. Vous vous rendez compte ? C'est un progrès absolument immense. Ça veut dire que plus d'1 milliard d'êtres humains sont sortis de la misère. Mais attention, il faut tout de suite nuancer. Le développement, ce n'est pas qu'une histoire de PIB ou de richesse. Un pays peut très bien être riche sans que sa population en profite. C'est pour ça qu'on a inventé un indicateur beaucoup plus malin, l'IDH, l'indice de développement humain. Lui, il mélange trois choses. La richesse par habitant, bien sûr, mais aussi l'espérance de vie qui nous dit si les gens sont en bonne santé, et la durée de scolarisation qui mesure l'accès à l'éducation. Bref, ça nous donne une vision bien plus juste du bien-être réel des populations. Et là, l'exercice devient passionnant. On va comparer ces deux cartes. À gauche, le monde vu par la richesse seule, le PIB. À droite, le monde vu par l'IDH, le développement humain. Bien sûr, il y a des ressemblances, mais regardez bien, certains pays apparaissent bien mieux classés sur la carte de l'IDH que sur celle du PIB. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement qu'ils ont fait des choix politiques. Ils ont massivement investi dans la santé et dans l'éducation. La conclusion est sans appel. Être un pays riche et être un pays où il fait bon vivre, ce n'est pas toujours la même chose. Ok, maintenant qu'on a nos outils en main, on peut changer d'échelle et regarder la situation mondiale. On va voir que le monde est tout sauf uniforme. Au contraire, la mondialisation a dessiné des trajectoires, des chemins de développement extrêmement différents d'un pays à l'autre. Cette carte illustre parfaitement cette fracture mondiale. Pour simplifier, on peut distinguer trois grands ensembles. D'abord, les pays qu'on appelle historiquement du Nord, les économies avancées. Ensuite, un groupe très divers de pays émergents. Pensez à la Chine, au Brésil, à l'Inde, qui connaissent une croissance hyper rapide. Et enfin, malheureusement, il y a les PMA, les pays les moins avancés, qui eux restent encore largement en marge de cette dynamique mondiale. Alors ce tableau, c'est un cas d'école parfait pour une étude de documents. Il nous montre quelque chose de fondamental. Posséder des ressources naturelles, comme le pétrole, ça ne garantit absolument rien. Prenez le Venezuela, il a les plus grosses réserves de pétrole au monde. Et pourtant, son IDH est bien plus bas que celui des pays du Golfe. Pourquoi ? Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'il y a sous le sol. C'est ce que les sociétés en font. Le modèle économique choisi, la stabilité politique, la redistribution des richesses, c'est ça qui fait toute la différence. Et maintenant, on va faire ce que les géographes adorent faire, on va jouer avec les échelles, on va zoomer. Parce que les inégalités, ce ne sont pas juste des lignes sur une carte du monde. Elles traversent les pays, elles traversent les villes, elles traversent même les quartiers. C'est ce qu'on appelle les inégalités multiscalaires. Un mot un peu savant, pour une idée toute simple. Les inégalités s'observent à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, pour mesurer ces inégalités à l'intérieur d'un pays, on utilise l'indice de Gini. Imaginez la richesse d'un pays comme un gâteau. L'indice de Gini nous dit si le gâteau est partagé en parts à peu près égales ou si quelques-uns s'en prennent une énorme tranche en laissant juste des miettes aux autres. Plus la couleur est foncée sur la carte, plus le partage est inégal. Et là, ça saute aux yeux, l'Amérique latine et l'Afrique australe sont des régions où les inégalités de revenus sont extrêmes. On zoome encore un peu, à l'échelle d'un pays. Et ce graphique est très parlant. Il nous montre que dans des géants économiques comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, la tendance est la même. La part du gâteau qui revient aux 1% les plus riches a littéralement explosé ces 40 dernières années. C'est la preuve que la croissance économique ne bénéficie pas automatiquement à tout le monde.
On termine notre zoom à l'échelle la plus locale, la ville. La ville, c'est souvent un miroir grossissant des inégalités. Prenez Rio de Janeiro. Tout le monde connaît Copacabana, ses plages, ses hôtels de luxe. Eh bien, à quelques centaines de mètres à peine, accrochés aux collines, il y a les favelas, ces immenses bidonvilles où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Ce sont deux mondes qui se voient, qui se frôlent, mais qui ne vivent absolument pas dans la même réalité. Bon, le constat est assez lourd, on est d'accord. Alors la grande question c'est, on fait quoi? Face à des défis aussi complexes, à toutes ces échelles, quelles sont les pistes, les solutions pour un avenir qui soit à la fois plus juste pour les humains et plus respectueux de la planète? C'est là qu'intervient un concept que vous connaissez tous, le développement durable. Une des tentatives de réponse à l'échelle mondiale, c'est cette grille, les 17 objectifs de développement durable, les ODD. C'est une feuille de route adoptée par tous les pays de l'ONU avec un horizon 2030. L'idée géniale derrière ça, c'est de dire qu'on ne peut plus séparer les problèmes. Il faut avancer en même temps sur les 3 piliers. L'économie en luttant contre la pauvreté, le social avec l'éducation ou la santé et l'environnemental avec l'action pour le climat. C'est un projet hyper ambitieux. Et pour bien voir que ce défi n'est pas du tout le même pour tout le monde, prenons un exemple très concret, la gestion des déchets. D'un côté, on a Oslo, en Norvège, une capitale d'un pays très riche qui recycle ou valorise la quasi-totalité de ses déchets. De l'autre, Lomé, au Togo, où le premier défi c'est déjà d'arriver à collecter les ordures. On voit bien que le développement durable ne veut pas dire la même chose et ne se heurte pas aux mêmes obstacles selon qu'on est au nord ou au sud. Allez, on arrive au bout. C'est le moment de souffler un peu et de synthétiser. On sort les stabilos, on prend des notes. Voici ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le prochain contrôle et même pour plus tard. C'est votre fiche de révision. Voilà le vocabulaire indispensable, les 5 notions clés qu'il faut connaître par cœur. Ce sont vos outils de pensée. L'IDH pour regarder au-delà de la richesse, PMA et pays émergents pour qualifier les différentes trajectoires, la transition économique pour comprendre les dynamiques et les inégalités multiscalaires pour ne jamais oublier de changer d'échelle. Et un dernier petit point méthode, c'est un réflexe à prendre pour tout le lycée. Face à n'importe quel document, on procède toujours en 3 temps. D'abord, on le présente, c'est sa carte d'identité. Ensuite, on l'analyse. Qu'est-ce qu'il nous apprend, en lien avec ce qu'on sait déjà? Et enfin, l'étape la plus importante, on le critique. Qui parle? Dans quel but? Quelles sont les limites de ce document? C'est ça, développer son esprit critique. Donc, si on doit résumer en une phrase, oui, le développement mondial est une réalité, le monde va globalement mieux qu'il y a 50 ans, mais, et c'est un mais énorme, ce développement a généré des inégalités abyssales à toutes les échelles. Le grand défi de notre siècle, c'est donc un double défi. Comment continuer à améliorer les conditions de vie pour tous, tout en réduisant radicalement ces inégalités et en faisant face à la crise écologique. Et je vous laisse avec une dernière question, une question un peu plus philosophique pour votre réflexion de citoyen. Au fond, toute cette histoire de croissance, de PIB, de développement, ça sert à quoi et ça sert à qui ? Est-ce que le but ultime de nos sociétés, c'est de produire toujours plus, de consommer toujours plus? Ou est-ce que l'économie ne devrait pas être simplement un outil au service d'un projet plus vaste, construire des sociétés plus justes et plus durables? La question reste ouverte et c'est à votre génération d'y apporter des réponses.